Sébastien Tétart, vous êtes responsable du centre d'aide au sevrage tabagique de Sainte-Fère, c'est en Creuse. Chaque année, au mois de mai, a lieu une journée mondiale sans tabac. Cette année, le thème, ce sera tabac et santé pulmonaire. On va en reparler, évidemment. La mortalité du tabac ne baisse pas en France. La mortalité ne baisse pas et même, je dirais, elle augmente. On a vu ces dernières années, en fait, une nouvelle cible, c'est les femmes. Il y a une vingtaine d'années, c'était essentiellement les hommes qui étaient touchés. Et il y a de plus en plus de femmes qui fument. Et on sait que les femmes, par défaut, sont plus fragiles que les hommes. Avec 16 millions de fumeurs en France, si on essaye de comprendre ce qui se passe par catégorie d'âge, dans ces 16 millions, dans les 15-85 ans, il y a une personne sur 3 qui fume de temps en temps. Mais si on détaille encore plus, dans les 18-34 ans, c'est une personne sur 2. Et chez les 15-19 ans, ce chiffre-là m'a vraiment étonné, c'est un jeune sur 2 qui fume. C'est inquiétant, ces chiffres-là, forcément. C'est inquiétant et surtout, ça évolue peu. Malgré les campagnes, malgré l'évolution du temps, on constate que finalement, le nombre de fumeurs ne baisse pas tant que ça. Et c'est vrai que oui, les 80 000 décès par an, parce que c'est quasiment ça, ne changent pas grand-chose à la donne. Alors, quelles sont les conséquences du tabac sur notre santé? Quels sont les outils qui sont mis en place pour vous accompagner vers un sevrage tabagique? On va voir tout ça. On a des trucs et des astuces à partager avec vous, avec Sébastien. Voyez ce qui suit et on continue à parler du tabac, de la cigarette tout de suite après. Aujourd'hui, on parle de cigarettes, mais pas de celle en chocolat. Non, 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 on parle tabac, même si c'est tabou. De mémoire d'humain, c'est aux Indiens d'Amérique que l'on doit la feuille de tabac, qu'ils considéraient comme une plante très rare. Mais c'est le célèbre explorateur Christophe Colomb qui l'introduit en Espagne en 1492, en rentrant les poches pleines de graines de tabac. Entre l'Espagne et le Portugal, il n'y a qu'un pas. Et c'est donc l'ambassadeur de France à Lisbonne qui séduit les élites françaises avec de la nicotine. Il faudra tout de même attendre 1843 pour que la production de cigarettes voie le jour et que la consommation à travers le monde explose. Un peu comme nos poumons d'ailleurs. Et oui, le tabac tue. En fait, c'est même la première cause de mortalité dite évitable en France. Il est responsable de 90% des cancers du poumon et de 73 000 décès prématurés chaque année dans notre pays. Et pourtant, un Français sur 3 fume encore. Pour eux donc, et pour endiguer ce problème sanitaire, le gouvernement augmente le prix des paquets de cigarettes. Dans les années 90, un paquet coûtait 1,50 €, quand il en coûtera 10 € en 2020. Pour 2018, on estime à 11,8 milliards d'euros le montant attribué à l'assurance maladie via les recettes de tabac. Elles se partagent entre le fabricant et le vendeur, mais reviennent majoritairement à l'État et à la Sécu. Le serpent qui se mord la queue, quoi. Bon, mine de rien, ça marche. Depuis 2016, on compte 1,6 million de fumeurs en moins. Comme quoi, la hausse des prix, ça fait un tabac. Et encore, le chiffre peut être discuté et évidemment, quelles sont les conséquences directes du tabac, Sébastien Tétart, sur notre santé? Les conséquences directes peuvent être multiples. En fait, tous les organes peuvent être atteints, de la tête aux pieds. Bon, c'est vrai qu'on pense bien entendu aux poumons, c'est l'organe préférentiel, mais il faut également penser à nos artères, à un nombre d'infarctus, l'artérite des membres inférieurs, la bronchopathie chronique obstructive, maladie, c'est la maladie du fumeur, mais on va le retrouver aussi au niveau des dents, au niveau du teint, au niveau de la peau, prématuré de la peau. Tout à fait, les rides, l'acné en augmentation. Et les risques de tuberculose qui sont majorés chez les fumeurs aussi. Oui, on peut majorer, ouais. Et surtout rendre plus difficile son traitement, parce que des fois les conséquences vont dans ce sens-là. Alors pour autant, il y a quand même des fumeurs qui cessent de fumer. On a cherché des chiffres officiels, entre 400 000 et 500 000 personnes arrêtent de fumer chaque année pour au moins un an. Ça veut dire que dans ces 400 000 ou 500 000, certaines vont reprendre, évidemment, à fumer. Vous travaillez dans un centre qui est unique en Creuse, qui accompagne celles et ceux qui veulent arrêter de fumer. Alors, quand je dis qu'ils veulent, pas tout à fait, parce que certains sont contraints, n'est-ce pas? Alors voilà, donc au niveau de l'établissement où je travaille, donc c'est un établissement de soins qui accueille des patients en cardiologie et en pneumologie, donc deux spécialités
qui sont concernés. Certains patients, en effet, nous arrivent, par exemple après un infarctus, et se retrouvent contraints d'arrêter de fumer. Et on voit tout à fait la différence avec quelqu'un qui va venir spontanément prendre une consultation. Ça ne va pas du tout être la même approche. Mais après, en termes d'efficacité, on ne peut pas savoir parce que une personne contrainte par la maladie peut malgré tout, ça peut être le déclic qui a tout changé. Et puis à côté, quelqu'un qui arrive plein de motivation, finalement, la motivation va s'essouffler au fil du temps. Alors, quelles sont les astuces, par exemple, quand on a réussi à diminuer le nombre de cigarettes par jour pour parfois même arriver à cesser de fumer et que de temps en temps, allez, on a envie de craquer. Est-ce que vous avez des petites astuces, des trucs à donner à ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on fait quand on a envie d'aller chercher une clope dans son sac? Il faut avoir donc des outils de compensation. C'est ça qui est le plus important. Donc ça peut aller du simple verre d'eau qui est devant nous, qui fonctionne très bien à certains moments. Ça va aller vers un chewing-gum, vers une pastille. Ça va aller vers les aides médicamenteuses aussi. Les substituts nicotiniques peuvent grandement aider l'arrêt s'ils sont bien utilisés, s'ils sont prescrits par des professionnels de santé. Un accompagnement. Un accompagnement. C'est vrai que le secret, on va dire, c'est se faire aider. Pas essayer de le faire tout seul dans son coin, parce que ça, c'est le faire avec difficulté. Et on sait que les difficultés, au bout d'un moment, on s'en lasse. Bien sûr, ça peut créer aussi une forme de stress, le manque de tabac. On parlait tout à l'heure des conséquences sur la santé, mais ne plus fumer quand on a fumé pendant des années, ça peut générer du stress. Et il faut apprendre à le gérer aussi. C'est ça. Et c'est aussi tout un accompagnement sur cette partie-là. On sait qu'on fume pour de multiples raisons, mais notamment quand on a des émotions pas forcément agréables, en effet, le stress, les mauvaises nouvelles, et il va falloir apprendre à gérer ce stress différemment. Ça peut passer par la sophrologie, l'hypnose, l'acupuncture, sont des méthodes, ou la méditation aussi qui peuvent accompagner. Il n'y a pas une règle il n'y a pas une règle générale, il y a une règle par fumeur. J'imagine que chaque fumeur est unique. Voilà, tout à fait. C'est vraiment une prise en charge individuelle parce que chaque personne est différente. S'il y avait une recette miracle, on la connaîtrait, on l'appliquerait et ça nous aiderait bien, mais il n'y en a pas. Donc, c'est écouter la personne et vraiment prendre en compte ses difficultés et pourquoi il fume de toute façon. Alexandre, vous fumez ou vous avez essayé de fumer? Non. J'ai essayé, mais non. Non. Pas du tout. Moi, ce qui me fait peur, on en parlait tout à l'heure, c'est le lien social que peut créer le fait de fumer. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, on se retrouve, et c'est malheureux à dire, mais presque exclu dans un groupe d'amis quand on ne fume pas, en fait. Ouais, il y a deux choses. Il y a le lien social de la cigarette qui crée une espèce de communauté, et puis il y a le geste qui donne une prestance. C'est certainement deux éléments difficiles pour ceux qui veulent arrêter de fumer, de se séparer de ces deux éléments-là, non, Sébastien? Oui, tout à fait. Donc, on dit toujours la cigarette, c'est la bonne copine. Elle sert à tout. Donc, elle sert dans les mauvais moments, mais aussi dans les bons moments. La petite récompense qu'on s'accorde à la fin de la journée, en effet, lors des moments festifs. Et du coup, il va falloir trouver autre chose à faire, une autre posture. En effet, je dirais que c'est un petit peu moins à la mode quand même que ça a pu l'être, notamment vis-à-vis des jeunes. On fait de la prévention dans les collèges, les lycées. Regard des collégiens sur un fumeur a évolué. On va moins le regarder avec envie. C'est vrai. Alors, on a arrêté de fumer, on a été accompagné, on vous a écouté. Quels sont les bienfaits immédiats ou quasi immédiats sur notre santé, sur le corps humain? Si j'arrête la cigarette le lundi, à partir de quand je vais avoir des bienfaits? On va dire que dans les 48 heures suivantes, des bienfaits vont apparaître. 48 heures? Oui, tout à fait. C'est quoi les premiers signes? Donc les premiers signes, déjà sur le plan cardiaque, la cigarette, ça accélère le rythme cardiaque, ça fait monter la pression artérielle. Donc chaque cigarette en moins, du coup notre rythme cardiaque s'en ressent. Au niveau respiration, on le voit très très vite. Le retour du goût, des odeurs. Est-ce que le teint de la peau peut très vite apparaître? On peut avoir une peau plus souple, plus lumineuse? Alors on va dire au niveau du teint, donc c'est-à-dire l'oxygénation des cellules, tout simplement, on va dire qu'au bout de 5 jours, on peut avoir meilleure mine. Alors évidemment, ceux qui arrêtent de fumer se disent « Bon, ok, mais la conséquence, c'est la prise de poids ». C'est une appréhension quasi majeure chez celles et ceux qui fument. Oui, alors surtout chez les femmes, on va dire encore plus que chez les hommes. Et pourtant, ça n'a rien d'inéluctable. Tout dépend, je parlais de compensation tout à l'heure. C'est sûr que si on se met à remplacer sa cigarette par une tablette de chocolat, ça, on est fichu. Mais si, dès le départ, on fait attention et on trouve d'autres moyens, je parlais des chewing-gums, des pastilles, par exemple, qui sont sans sucre, sur le plan diététique, c'est tout à fait neutre. Et souvent, on accompagne aussi d'une activité physique. C'est vrai que c'est une façon de se dépenser, de se défouler. C'est un accompagnement global, au fond. Voilà. Mais la prise de poids est loin d'être inéluctable. On dit que la moyenne, c'est 2-3 kilos. Il n'y a pas de raison d'en prendre plus si on fait attention.
Voilà, qui commence à nous rassurer, qui commence à rassurer certainement celles et ceux qui fument. On a une question pour vous, Sébastien Tétart, vous l'écoutez et puis vous y répondez tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Medjege Miwaga Herbert, habitant en région de Nouvelle-Aquitaine, dans la ville d'Angoulême. Comment expliquez-vous que la cigarette soit autorisée alors que l'on sait depuis des années que c'est une substance nocive? Herbert a raison de poser cette question, parce que finalement, quand on n'est pas fumeur, on porte un regard parfois un peu bizarre sur la cigarette. Elle est autorisée et elle tue, elle est autorisée et elle rend malade. Quel est votre regard là-dessus ? En effet, c'est une remarque fréquente qu'on a de nos patients. Moi, ce que je leur dis le plus souvent, c'est que bien sûr, personne ne les oblige à aller au bureau de tabac acheter des cigarettes. Après, un bon postulat de départ. Après, forcément, un tiers de la population fume, c'est une réalité. Donc, si on interdisait les cigarettes du jour au lendemain, on aurait un tollé dans la rue, et puis ce qui est compréhensible. Bon, la cigarette, elle est instituée, elle rapporte de l'argent, il ne faut pas le nier. Elle rapporte beaucoup d'argent. Elle en coûte énormément aussi, on le sait. Visiblement, elle en coûte même plus qu'elle n'en rapporte. Mais il faut faire avec. Les choses ne sont pas uniquement en France, d'ailleurs. On peut mettre des lois en France, les pays limitrophes ne les suivent pas forcément. Oui, c'est ça. Alors, il y a des questions à se poser, évidemment, puisque vous avez parlé de substituts niconiques, nicotiques, d'accompagnement, alors forcément psychologique ou du sport, etc. Et on voit de plus en plus de gens qui vapotent. Alors, est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que c'est une solution intermédiaire ? Vous qui êtes un spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent ? Alors nous, en termes d'accompagnement, en aucun cas on recommandera, alors moi j'appelle ça la vapoteuse, je fais attention à mes termes, en première intention de prendre une vapoteuse. On est donc sur les recommandations, c'est-à-dire l'utilisation des substituts nicotiniques et avec du soutien. Mais après, c'est vrai que sur quelqu'un qui a essayé de nombreuses fois d'arrêter de fumer, on utilise, comme on l'a dit, toutes les méthodes qu'on a à disposition. Ça va de l'hypnose à l'acupuncture, et la vapoteuse fait partie des méthodes qui existent. Le problème, alors sur le plan de la santé, c'est très bien. On réduit son risque santé, il ne faut pas le nier. Maintenant, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on a du recul. On a assez de recul pour affirmer ça. De là à dire qu'il n'y a aucun risque, on ne va pas non plus tout éloigner. Mais bon, par rapport à la cigarette, c'est évident. Mieux. C'est évident. Par contre, après, le problème, c'est qu'on ne se débarrasse pas de ses habitudes de fumeur. On peut entretenir une dépendance très forte à l'appareil. Et du coup, le jour où cet appareil, on l'a oublié, il est en panne, il est cassé, on aura plus vite fait d'aller au bureau de tabac que d'aller chercher une nouvelle vapoteuse. Ah, c'est ça la conséquence. Exemple précis, une question que l'on a reçue de Catherine qui habite à Limoges. Elle a fumé pendant 14 ans. Elle a fumé longtemps, ça fait 14 ans qu'elle avait arrêté. Elle a repris à fumer. Comment l'aider à nouveau à cesser le tabac après ces 14 années d'arrêt et puis cette rechute finalement ? On va l'inciter. Alors, on sait que la rechute, ça fait partie de la vie du fumeur. Le fumeur qui arrête de fumer en une fois, déjà, il est rare. Bon, c'est vrai qu'au bout de 14 ans, c'est la preuve, on n'est jamais sauvé complètement. Après, c'est une prise en charge, comme n'importe quelle prise en charge, sauf qu'elle a eu du coup une expérience de sevrage qui s'est conclue par une réussite, malgré tout, pendant 14 ans. Donc, il faut qu'elle puise dans les ressources qu'elle avait trouvées il y a 14 ans pour arrêter. Et puis, avec un petit peu d'aide, il n'y a pas de raison. Si elle en a envie, tout se passera bien. C'est-à-dire s'appuyer sur ce qui nous avait permis de nous arrêter il y a 14 ans. Et les bienfaits qu'elle a pu connaître à ce moment-là. Vous en savez plus sur le tabac, la cigarette, les bons conseils de Sébastien Tétart. On le dit souvent ici, mais vous n'êtes pas seul. Il y a le médecin généraliste, il y a les centres comme celui dans lequel travaille Sébastien pour vous aider à arrêter le tabac. Et puis, il y a un site qui est très très bien fait. C'est tabacinfoservice.fr. Vous avez beaucoup d'informations sur ce site-là. Et puis, le 3989, au lieu de prendre une cigarette, prenez votre téléphone du lundi au samedi de 8h à 20h. Le service est gratuit, plus le coût d'un appel. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner, bien évidemment. Sébastien, on a parlé des conséquences du tabac sur la respiration, sur les poumons. Évidemment, on pense à la bronchopneumopathie chronique obstructive, la fameuse BPCO. Elle touche essentiellement les fumeurs. Voyez ce reportage de Patricia Mondon à Bordeaux. 5 mois après avoir bénéficié d'une greffe de poumon, Viviane passe des examens de contrôle dans le service qui la prend en charge. Pendant 8 ans, elle a souffert d'emphysème, maladie pulmonaire chronique et évolutive. Je ne pouvais même plus faire ma toilette seule. Pour manger, c'était même difficile. Il fallait que je me reprenne en plusieurs fois.
Non, je n'étais plus du tout autonome. La bronchopathie chronique obstructive ou BPCO concerne plus de 3,5 millions de Français, la plupart fumeurs. Quand les médicaments ne suffisent plus à soulager, la chirurgie est la seule alternative. On peut être amené à proposer des thérapeutiques chirurgicales. Il y en a essentiellement 2 qui sont la chirurgie de réduction de volume de l'emphysème et puis la transplantation pulmonaire qui est l'ultime thérapeutique que l'on propose à des gens jeunes qui n'ont pas d'autres comorbidités. Au bout d'une semaine de rééducation, là je recommençais à retrouver vraiment la pêche. Je revis, c'est une nouvelle vie, voilà. Maintenant, je peux tout faire comme avant d'être malade, j'ai retrouvé mon autonomie. Alors qu'avant la greffe, c'est même pas la peine, on ne peut pas tenir. L'activité physique permet au patient de se remuscler, d'augmenter sa capacité respiratoire, de retrouver confiance en lui en évitant l'essoufflement. Et en termes de douleur dans les jambes, tout ça, c'est bon? Pour ces patients BPCO, la rééducation, ça leur permet de retrouver aussi une forme de dignité, parce que c'est des gestes de la vie quotidienne qu'ils retrouvent, c'est aussi ces capacités d'effort qu'ils avaient perdues. Et là, chez vous, vous continuez toujours Oui, 20 minutes par jour. On va réapprendre au patient à produire un effort, on va, à partir d'une épreuve d'effort qu'il aura réalisée, on va mettre en place tout un programme de réentraînement à l'effort. Une fatigue à l'effort, un souffle court. Le diagnostic est tombé il y a 3 mois pour cette fumeuse. Une batterie de tests va permettre la mise en place du traitement. Ça permet de mesurer au niveau pulmonaire des débits et des volumes. Les résultats, on les a à la sortie de l'examen. Le patient, en général, part avec ses résultats. Je ne peux plus porter du lourd comme je portais avant. Bon, la serpillière, ça va encore, mais les vitres, j'ai un peu de mal. Enfin voilà quoi, c'est... Même dans le quotidien, ça embête un petit peu quand même. Cette maladie, due au tabac pour 80% des cas, affecte de plus en plus de femmes. Sous-diagnostiquée, la BPCO pourrait devenir la 3e cause de mortalité dans le monde d'ici 2030.